Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, la dernière vidéo de notre cours de communication interpersonnelle portant sur le langage verbal et non verbal. Donc on va commencer par le langage verbal. Donc le langage verbal s'établit selon deux différents registres de langue. Donc vous allez me dire, c'est quoi un registre de langue? Je vais vous éclaircir l'idée en vous posant cette question. Est-ce qu'on parle de la même façon selon qu'on soit à la maison, entre amis ou au travail? Bien sûr que non. Donc dans chaque situation, on a un certain registre de langue qu'on utilise. Donc en français comme en arabe, on ne s'exprime pas de la même manière selon qu'on rédige un rapport administratif, un article scientifique ou même un courrier à un ami. Donc, ou selon qu'on parle lors d'une conférence ou à ses enfants dans le cadre familial. Donc, la langue connaît des variétés en fonction de la situation d'énonciation, du contexte, du destinataire, etc. Donc, le registre de langue, niveau de langue, moins précisément le style de langue et l'utilisation sélective d'un langage adapté à un auditoire particulier. D'accord? Il existe plusieurs registres de langue. Je citerai le langage soutenu, le langage courant et enfin le langage familier. Commençons par le langage soutenu. Le langage soutenu est utilisé le moins souvent aujourd'hui. C'est le langage de l'écrit, de la littérature, des échanges officiels et protocolaires. Exemple, on dit un camarade, une personne âgée. D'accord? Dans le langage courant, donc c'est le langage le plus utilisé, c'est le langage de tous les jours. Les phrases sont grammaticalement correctes, mais peu recherchées. Exemple, on dit un copain, un vieux. Dans le troisième type de registre de langue, le langage familier, c'est un langage peu choisi, parfois un peu plus vulgaire ou utilisé entre amis. Il y a absence de certaines syllabes, absence de liaison, le vocabulaire est relâché. Et là, exemple, on dit un pote, un croulant. Il existe d'autres registres de langue qui sont utilisés dans des contextes professionnels particuliers, par exemple le langage juridique, économique, scientifique, technique et bien d'autres. Ces registres dépendent des interlocuteurs et de la situation de communication dans laquelle ceux-ci se trouvent. D'accord? La communication verbale se subdivise en communication écrite et orale. Commençons par la communication écrite. Elle présente des avantages et des inconvénients. Parmi ces avantages, nous avons la transmission des maximum d'informations. Elle a aussi un caractère officiel. Elle peut être relue et conservée. Et elle peut faire office de preuve. Parmi ces inconvénients, nous avons l'absence de rétroaction immédiate ou du feedback. On ne peut pas apercevoir clairement le feedback rapidement. Et elle nécessite d'être structurée. Concernant la communication orale, parmi ces avantages, nous avons l'échange en direct avec la personne concernée. La rétroaction ou le feedback, il est immédiat. Donc, on peut vérifier la compréhension du message par notre interlocuteur. On peut adapter aussi notre message oral à la situation. On peut le réajuster. Que ce soit le discours ou même la tonalité de notre voix. La communication non verbale participe aussi à la situation
de la communication par l'usage, par exemple, du gestuel, des mimiques, etc. L'importance aussi, il y a une importance particulière aussi des relations humaines dans la communication orale. Cette communication orale, en quelque sorte, elle maintient le contact. D'accord? Parmi les inconvénients d'une communication orale, nous avons les bruits qui peuvent parasiter le dépôt d'un message ou l'appréhension d'un message. La mémorisation d'un nombre important d'informations. Donc on ne peut pas mémoriser beaucoup d'informations à partir des messages oraux, contrairement aux messages écrits. La compréhension aussi est difficile d'informations complexes qui nécessitent le plus souvent d'être écrits, comme dans un cours. Quand on a une formule très complexe, l'enseignant a toujours tendance à mentionner cette équation sur le tableau. D'accord? La communication non verbale peut aussi trahir les émotions. On ne peut pas cacher nos émotions dans une communication orale. D'accord? Contrairement à la communication écrite. Passons maintenant au langage non verbal. Donc, la parole n'est pas toujours nécessaire à la communication. Un geste suffit à transmettre un message, comme dans les figures suivantes. Donc, appeler, comme le cas d'appeler un taxi, on peut appeler un taxi rien qu'en levant les doigts. On a aussi le geste de l'agent de police, qui signifie clairement stop. Donc, la communication non verbale représente l'ensemble des facteurs de la communication qui ne concernent pas directement l'oral et l'écrit. Qui n'est pas oral et écrit, c'est le non-verbal. En général, le message non-verbal véhicule 75% de l'information transmise et est plus important que le message verbal. D'accord? Sachez que le message non-verbal peut être plus important que le message verbal. Le message non-verbal met en évidence la sincérité ou la non-sincérité du message vocal. Donc on peut facilement, en regardant les expressions non-verbales de notre interlocuteur, comprendre si notre interlocuteur est sincère ou non sincère dans ses paroles ou dans son message. Le message non verbal fournit beaucoup d'informations concernant les pensées, les émotions et l'attitude d'une personne. D'accord? Le docteur Albert Mérabien, qui est un chercheur dans le langage non verbal, va jusqu'à dire que le langage verbal compte seulement pour 7% de l'impact d'une rencontre face à face, que le ton de la voix compte pour 38% et le langage non verbal compte pour le reste, donc 55%. On voit clairement l'importance du langage non verbal dans une rencontre face à face, par exemple lors d'un entretien d'embauche. Également, sachez qu'on peut facilement maîtriser nos mots et faiblement maîtriser nos gestuels et tout ce qui est non verbal. Donc il est très difficile de maîtriser notre message non verbal. Sachez aussi que la plupart des gens sont inconscients de leur propre langage non verbal. D'accord? Ils sont inconscients de ce qu'ils reflètent comme message non verbal par leurs gestes, par leur attitude, posture, etc. Et là, je vous donne un exemple de Donald Trump. Donc, qu'est-ce qu'on dit sur lui? On dit que son corps parle pour lui.
Donc, si ceux qui le critiquent trouvent sa gestuelle exagérée et caricaturale, le professeur Jeff Beatty, auteur de Rethinking Body Language, estime, lui, qu'elle constitue l'une de ses armes pour séduire. Donc, Donald Trump utilise son gestuel pour séduire l'autre, pour séduire son peuple en quelque sorte. Les responsables politiques veulent apparaître ouverts, honnêtes et authentiques. Et quand votre visage révèle vos réactions émotionnelles, les gens comprennent que vous croyez en ce que vous dites, peu importe que vos propos soient outranciers ou excessifs. D'accord ? Parmi les utilités du langage non verbal, nous avons l'accentuation. Le langage non verbal appuie le message verbal. Exemple, je prononce le mot bonheur et je souris avec. Donc là, je suis en train d'accentuer le sens du mot bonheur. On a aussi un autre usage, le langage non verbal peut servir de complément car il permet de compléter et de renforcer le message verbal. Exemple, quand on rit sur une histoire, là on est en train d'accentuer l'histoire qu'on raconte, d'accord ? La répétition, reprendre en signe ce qui est dit. Par exemple, je vais prendre 2 biscuits et je fais le signe 2. Là, je suis en train de répéter mon message. La régulation aussi. On peut régler l'émission des messages verbaux, par exemple, faire des signes quand on veut prendre la parole. D'accord ? La contradiction également. On peut contredire son langage verbal par l'émission d'un signal non verbal. Exemple, je fais un clin d'œil pour annoncer un mensonge, par exemple. Et enfin, la substitution. On peut remplacer le verbal par le langage non verbal. Je vous donne un exemple. Ne rien dire et placer notre pouce en l'air pour dire que tout va bien. D'accord ? Dans le guide de la communication, Jean-Claude Marin définit 5 facteurs qui sont nos territoires, les distances, les postures, les expressions du visage et le gestuel. On va voir ces éléments un par un. Commençons par les territoires. Donc, le type de territoire, influence notre comportement, donc nos relations avec les autres. Le territoire peut être durable comme il peut être ponctuel. Il se subdivise en 3 types, le territoire tribal, territoire familial et enfin le territoire personnel. Commençons par le territoire tribal. Une tribu peut comprendre d'autres tribus interne. Je vous donne un exemple. L'entreprise qui constitue en sorte une tribu peut contenir d'autres tribus internes, par exemple la tribu des secrétaires, la tribu des ingénieurs, etc. Je vous donne un exemple d'un territoire tribal durable, par exemple la tribu des Algériens, qui a son propre drapeau, son propre langage, etc. Nous avons les associations, les entreprises, tout ça c'est des territoires tribaux durables. Nous avons également des territoires tribaux ponctuels, exemple, une file d'attente, le métro. Et là, on va obéir aux règles de cette tribu ponctuelle. Comment ça ? On sait tous que dans un métro, on s'évite les regards. Dans une file d'attente, on peut accepter de se serrer les uns contre les autres, chose qu'on ne tolère pas dans la rue, par exemple.
Une fois qu'on est dans cette tribu ponctuelle qui est la file d'attente, on peut tolérer certains comportements. D'accord? Le territoire familial, il s'agit par exemple de l'appartement, de la maison de la famille, du lieu où la famille s'installe. Je vous donne un exemple d'un territoire familial durable. Nous avons la maison qui a son propre boîte à lettres, les clés, etc. Un autre exemple pour un territoire familial ponctuel, nous avons par exemple le pique-nique. Sur la plage, une simple serviette peut délimiter un espace familial qu'on doit respecter. D'accord? Enfin, nous avons le territoire personnel. Donc, ce territoire est déterminé par des objets personnels, par exemple la chaise, le lit, la veste, le bureau, etc. Comme exemple sur territoire personnel durable, nous avons la chambre. D'accord? Et pour le territoire personnel ponctuel, nous avons par exemple sa place dans un train, sa place par exemple dans un amphithéâtre, etc. Passons maintenant à la table de réunion. Donc sachez que dans une table de réunion, il existe 3 territoires. Nous avons en premier lieu le territoire de confrontation. Là, les interlocuteurs sont l'un en face de l'autre autour de la table. Le territoire est bien délimité. Chacun préserve ses outils. Nous avons un deuxième territoire qui est le territoire de coopération. Les interlocuteurs sont à angle droit, c'est-à-dire bord à bord. Ils se prêtent plus facilement les outils. Et enfin, nous avons le territoire de collaboration. Les interlocuteurs sont côte à côte, du même bord. Le territoire et les outils sont en commun. Nous avons vu les territoires, passons maintenant aux zones d'interaction. Il s'agit de la distance qui sépare les interlocuteurs. Elle varie selon la culture, le statut, la situation, l'attitude de l'interlocuteur. Et là, on dénombre 4 zones d'interaction. Nous avons la zone intime, la zone personnelle, la zone sociale et enfin la zone publique. Commençons par la zone intime. Elle va du toucher jusqu'à 50 cm autour de nous. D'accord? C'est en quelque sorte la distance de l'avant-bras. Cette zone est préservée aux personnes qui nous sont familiers. Si un étranger pénètre dans cette zone, nous pouvons nous sentir agressés. D'accord? Nous avons également la zone personnelle. Elle va de 50 cm à 1,20 m. C'est en quelque sorte la distance d'un bras tendu. C'est la zone de convivialité. Elle peut donc c'est une zone de relation positive dans une société. Elle peut être fermée quand elle est entre 2 personnes en face à face ou ouverte lorsqu'on accepte un troisième individu. La zone sociale, elle va de 1,20 m jusqu'à 3 mètres. C'est la zone du relationnel courant, la distance de l'échange et de l'entretien. La zone publique, enfin, elle va au-delà de 3 mètres. C'est la zone de discours, des exposés, des débats, et la communication y est difficile, et elle est généralement unidirectionnelle. D'accord ? On a vu les territoires, nous avons vu les
les différents types de zones, nous allons maintenant voir les postures. Donc les postures donnent des indications sur l'attitude des interlocuteurs. Une posture en contraction reflète une attitude soumise. L'individu, il est introverti. Une posture en extension reflète une attitude dominante. Une posture en approche reflète une attitude participative. Donc, elle reflète l'intérêt de l'individu. Et enfin, une posture en rejet reflète une attitude de refus. Les expressions de visage. Donc, les émotions sont plus visibles sur le visage. Sans expression de visage, la communication ne peut pas avoir lieu. Et là, le regard est très important. Il établit contact lors de la communication. Donc, il est très important de regarder aux yeux de notre interlocuteur, si on veut garder bien sûr le contact. Également, le sourire permet l'échange lors de la communication. Il facilite aussi l'échange lors d'une communication. Les 6 émotions centrales et universelles sont la joie, la surprise, la peur, la colère, la tristesse et enfin le dégoût. Les expressions faciales de nos visages permettent certaines fonctions. Par exemple, l'intensification. Ça sert à exagérer un sentiment. Par exemple, je peux exagérer surprise quand des amis organisent une fête pour leur faire plaisir. Nous avons parmi les fonctions des expressions faciales l'atténuation, c'est-à-dire minimiser l'importance du sentiment. On peut dissimuler sa joie de vivre en présence d'un ami qui est totalement déprimé. Une autre fonction, c'est la neutralisation. On peut cacher un sentiment. Par exemple, je peux cacher ma tristesse pour ne pas déprimer d'autres. Et enfin, le masquage. Je peux remplacer l'expression d'un sentiment par l'expression d'un autre sentiment. Je vous donne un exemple. Je vais faire semblant d'être content pour camoufler sa déception de ne pas avoir reçu le cadeau attendu. Notre dernière partie à traiter, c'est les gestes. Donc on va voir ensemble les gestes. Les gestes ont différentes fonctions. Parmi ces fonctions, nous avons, ils sont subdivisés en 10 parties. Nous avons par exemple les gestes emblématiques qui traduisent directement des mots ou des expressions. Je vous donne un exemple. Les gestes de la main signifiant d'accord ou viens ici. Nous avons un autre type de gestes, c'est les gestes illustratifs qui accompagnent les messages verbaux. Par exemple, je peux faire un mouvement circulaire des mains en plan du globe terrestre, par exemple. Les gestes régulateurs qui visent à régler ou à contrôler les échanges verbaux. Par exemple, l'expression faciale ou geste de la main qui signifie de continuer à parler, de ralentir le débit ou de préciser ses pensées. Enfin, nous avons les gestes adaptatifs satisfant un besoin. Par exemple, se gratter la tête. Nous avons vu ensemble les plus importantes notions dans la communication verbale et non verbale. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. Je vous revois encore une fois dans une autre vidéo sur la communication de l'entreprise. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.